Oui, bonsoir à tous et merci de nous accepter chez vous pour le grand rendez-vous. L'équipe est en place et vous pour 3 grands rendez-vous ce soir animés par une mamita qui va représenter les parents d'élèves sur Autant Savoir, un spécialiste de la neuroscience appliquée et un assistant social. Tous nous rejoignent tout à l'heure. La météo. Bien sûr, Cotonou, qui est la carte postale affichée par la météo. Merci à toute l'équipe du montage de BB24 pour ce travail lié bien sûr à la météo. Et donc, Cotonou, nous y sommes, on émet depuis Cotonou, bien évidemment, en direct chez vous, chers téléspectateurs. Alors, c'est le grand rendez-vous. Une mamita nous rend visite ce soir. Avec elle, nous serons sur la rubrique Autant Savoir. Avec elle, bien évidemment, on aborde une autre manche des revers des vacances. Des grossesses, des cas de grossesse pendant les vacances. Alors, que doivent faire en réalité les parents? Réponse tout à l'heure. Les gauchers étaient à l'honneur hier dans le monde entier. Aujourd'hui, le grand rendez-vous invite un spécialiste en neurosciences appliquées pour nous expliquer en fait comment fonctionne le cerveau des gauchers. Et nous irons bien sûr à la découverte du métier de l'assistant social. Qui est-il, l'assistant social? Voilà la question que Heureuse Danoné va poser tout à l'heure à son invité. Le grand rendez-vous, c'est également le journal avec ce soir Roch Akwayeno en place. Bonsoir. Bonsoir, Assiom Gabal. On va se retrouver tout à l'heure à 19h45 pour le développement du journal. Il y a quoi au menu ce soir au niveau de la rédaction? Oui, dans le 19h45 de ce mardi, nous vous présenterons une situation pas du tout réluisante en milieu scolaire dont vous parliez il y a quelques instants. Le taux élevé de grossesse chaque année chez les jeunes filles au retour des vacances scolaires. On se pose la question de savoir si ces vacances sont-elles des périodes fécondes ou de dépravation sexuelle. En tout cas, un sociologue nous fera sa lecture de cette situation et les solutions qu'il préconise. Nous parlerons aussi de l'automédication, vous le savez, Assiom, et vous également, chers téléspectateurs. C'est une pratique à laquelle beaucoup s'adonnent, une pratique qui a dur. Pourquoi et quelles peuvent en être les conséquences? Jennifer Sativi nous édifiera à travers une petite enquête qu'elle a réalisée. Et pour finir, nous allons poser notre caméra sur un métier qui a connu 16 heures de gloire, mais qui semble aujourd'hui en voie de disparition. À quel métier pensez-vous?
météo? Je ne sais vraiment pas, dites-le nous. Voilà, il s'agit du métier de dépanneur d'appareils électroniques. Ah oui, il faut dépanneur dans la rue là. Voilà. Souvent. Voilà, nous allons poser notre caméra sur ce métier. Prenez donc le rendez-vous ce soir, tout à l'heure à 19h45 pour le développement de toutes ces informations. Merci beaucoup à vous, Roch Akoyeno. On vous retrouve tout à l'heure donc à 19h45 pour les détails comme annoncé. Et donc, nous allons ouvrir les plateaux de ce grand rendez-vous avec nature et bien-être. Heureuse d'annoncer, on est chez les sociaux. L'assistant social, qui est-il? En tout cas, c'est Heureuse d'annoncer qui va poser la question dans quelques secondes seulement. Juste, oui, quelques minutes, j'allais dire, pour suivre ce Vox Pop, ce qu'en pense en réalité le public. Vous, c'est qui l'assistant social pour vous? Regardez. Assistant social au Bénin, moi, c'est les gens ONG qui viennent en aide aux enfants orphelins, les enfants démunis, les enfants de rue, bon, qui viennent, bon, aussi des gens qui viennent en aide aux femmes qui n'ont pas les moyens. Un assistant social, c'est de contribuer pour aider les pauvres. Un assistant social a pour, selon moi, de l'harmonie entre l'enfant et ses parents biologiques ou marraines, bon, celui qui, comme tuteur, quoi, s'occuper de ses enfants, les amener à être en harmonie, à vivre en société, généralement dans leur famille, s'ils sont en difficulté. Et s'ils sont dans la rue, les ramener à leur famille pour les aider à améliorer leur situation de vie en quelque sorte. Le rôle d'un assistant social, c'est de venir en aide aux hommes pauvres, aux hommes démunis, par exemple les enfants orphelins. Ce sont des gens qui viennent au secours des personnes en danger, malades ou toute personne ayant un problème en tout cas. Ces gens, une association qui fait du bénévolat par exemple, les assistants sociaux, c'est des gens qui aident, qui aident des gens sans partir retour quoi. Un assistant social, lui, fait son œuvre sans s'attendre quelque chose. Et disons, il fait juste par compassion. C'est de porter de l'aide suffisamment pour supporter le peuple. Quand la famille est en difficulté, surtout les enfants, on a recours aux assistants sociaux pour trouver une solution à ces familles qui dérangent surtout les enfants. Les familles dérangent carrément les enfants. Et puis, c'est l'assistant social qui aide à régler tout ça. En tout cas, voilà en résumé ce que pense la rue du métier de l'assistant social. On en a un sur ce plateau, Jidas Glonou, il s'appelle assistant social, chef du centre de promotion sociale de Aquaculture. Vous aidez tout le monde et vous n'attendez rien du tout de cette aide-là en retour. Bonsoir. Bien, bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir. C'est moi. Bonsoir, Heureuse d'annoncer. Bonsoir, Siongaba. L'assistant social, voilà ce qu'en pense la rue. Eh oui, tout à fait. Et j'ai une question, je vous laisse tout simplement. N'est-ce pas? Oui, c'est qui? L'assistant social. Au-delà de ce que pense la rue, qui est réellement l'assistant social, Monsieur Glonou? Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler d'un secteur de développement et d'une profession d'avenir qui est la profession d'assistant social. J'ai suivi tout à l'heure l'élément. Oui. La population a pleinement raison. La population a pleinement raison. Vous fonctionnez, vous travaillez avec compassion. C'est ce que vous faites. Nous travaillons avec la population. Quelqu'un a dit l'assistant social, c'est une personne qui peut aider. Tout ce que nous faisons se base sur l'aide. Qui est l'assistant social en fait? L'assistant social, c'est toute personne qui a été formée dans une école, qui a eu un diplôme et qui est capable d'aider une autre personne ou la population à avoir un mieux-être, que ce soit sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan socio-culturel. Donc l'assistance sociale est au cœur du développement. On ne peut pas faire la société, on ne peut pas faire le développement sans l'assistance sociale. Sans l'assistance sociale. Voilà. Vous avez
que, bon, il a certainement un profil. Mais quel est ce profil-là? Parce que nous savons aujourd'hui, les enfants sont en pleine séance d'orientation, les bacheliers. Qui doit être assistant social? Merci beaucoup. Toute personne qui a le sens d'aide, qui a le sens d'humilité, qui veut accompagner au-delà de ça, autrui, peut chercher à travailler dans ce métier. Donc, un assistant social en République du Bénin, c'est quelqu'un qui a, niveau BP, qui a été formé à Parakou, à l'école médico-sociale de Parakou. L'assistant social, c'est également quelqu'un qui a été formé à l'école supérieure des assistants sociaux, CISA, la FSS, Champ de Foix, niveau Bac plus 3. Également, l'assistant social se spécialise dans des domaines bien définis, comme la protection de l'enfant et la jeunesse, le master qui se fait à l'école supérieure des assistants sociaux. Il y a également un nouveau master qui est arrivé, le master en travail social, qui est purement destiné aux assistants sociaux. Voilà. Et il faudrait avoir scientifique ou un bac littéraire, comme on le dit, pour être assistant social. Oui, quelqu'un qui a le bac A peut chercher à être assistant social, le bac D également. Voilà. Oui, alors, dans le système de travail au Bénin, il y a vraiment des gens qui sont recrutés à titre d'assistant social. Exactement. La plupart des assistants sociaux qui sont sur le marché de l'emploi travaillent. C'est l'État qui les emploie le plus. Également, le privé les emploie. Mais 80% des assistants sociaux qui sont sur le marché de l'emploi vont vers la fonction publique parce que le gap en termes de personnel est important. Donc, on ne peut pas être assistant social aujourd'hui en République du Bénin et chômer. Donc, les assistants sociaux au Bénin travaillent dans le secteur public, dans les centres de promotion sociale. L'assistant social peut travailler dans le milieu sanitaire, dans les hôpitaux. Quand je prends un milieu scolaire, l'assistant social travaille dans le secteur scolaire pour permettre aux élèves cas sociaux d'être exonérés des frais de scolarité parce qu'à un moment T de la vie, les parents ne sont pas en mesure de payer les frais de scolarité. Quand je prends l'hôpital comme le CNHU, il y a également un assistant social qui accompagne les malades en situation d'indigence d'être exonérés des frais de hospitalisation et de les accompagner en termes de médicaments pour leur bien-être. Et dans les centres de promotion sociale, on ne doit pas les oublier, puisqu'il y en a 85 au total en République du Bénin. L'assistance sociale est là pour aider les populations démunies, populations en situation de vulnérabilité pour leur mieux-être. Donc, l'assistance sociale évalue les risques encourus par la population et passe à leur gestion grâce à la participation de ces populations, parce que la participation est très importante. L'assistance sociale ne peut rien faire sans l'autre parce qu'il est dans une contradiction. Alors, si je comprends bien, l'assistant social, c'est lui qui aide en fait l'autorité à identifier les cas sociaux en réalité. Exactement. Récemment, au niveau des communes, nous avons procédé à l'identification des ménages plus pauvres ou des extrêmes pauvres. Donc, ce n'est que l'assistant social qui pourra dire quelqu'un est indigent, quelqu'un est vulnérable ou pas. Une autre personne ne pourra pas ce travail parce que c'est l'assistant qui a été formé. Voilà. D'accord. Eh bien, depuis quand parlons-nous d'assistance sociale dans notre pays? Ok, merci beaucoup. Déjà dans le monde, dans la société pré-industrielle, on parlait déjà d'une profession qui n'est pas encore la profession d'assistance sociale et le travail était basé sur le don, l'assistanat, le volontariat. Et dans la société industrielle, les assistants, en quelque sorte, les assistants ont voulu professionnaliser, rendre professionnel le travail qu'ils font. Il y a des associations d'assistants sociaux qui ont vu le jour et en République du Bénin, déjà en 1952, par la circulaire du Haut Commissariat de l'AOF, de l'Afrique occidentale française, les affaires sociales ont été institutionnalisées en République du Bénin. Et en 1954, déjà le premier centre de promotion sociale a vu le jour à Porte-Novo. Et 2 ans après, dans les autres communes comme Cotonou, comme Abomey, et les autres centres sociaux ont vu le jour. Donc l'assistance sociale travaille depuis des années. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté, les gens ne connaissent pas la profession. On nous identifie à l'institution. On dit centre social, sans dire qu'on
celui qui travaille dans les centres de promotion sociale, qui est l'assistant social. Il y a quelle différence alors entre les assistants sociaux et ceux qui sont les promoteurs d'ONG? Un promoteur d'ONG ne peut pas être un assistant social parce que la législation en vigueur est claire. J'ai envie de créer une ONG, je me confonds aux dispositions en vigueur et je crée mon ONG. Un assistant social peut créer une ONG. Et lorsque vous êtes assistant social, vous créez une ONG, on vous donne plus de la valeur. C'est ce que moi j'ai constaté avec les partenaires parce qu'on sait que l'assistant social, c'est quelqu'un qui travaille dans position bien définie, qui travaille pour atteindre les objectifs. Lorsque le promoteur n'est pas un assistant social, il va chercher à recruter des assistants sociaux pour l'accompagner. Pour l'accompagner. Donc, les promoteurs d'ONG sont obligés de recruter normalement des assistants sociaux en fonction de leur domaine d'intervention. Donc, le premier intervenant du micro-trottoir n'a donc pas tort en disant que social est un responsable d'ONG ou travaille dans une organisation non gouvernementale. Certainement, parce qu'il aurait vu un assistant social qui est promoteur d'ONG. Ok. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des assistants sociaux ou des centres de promotion sociale dans presque toutes les localités ou toutes les communes de notre pays? Exactement. Au Bénin, il y a 85 centres de promotion sociale. À Cotonou, nous en avons 6. Je suis également responsable d'un centre de promotion sociale, 6 à Kwakba, place Lénine. Et dans les autres communes du Bénin, il y en a également. À Parakou, il y a 2. À Parakou, il y a 3 centres de promotion sociale. On ne peut pas dire que les communes ne sont pas couvertes en termes d'assistance sociale, mais j'ai dit tantôt, il y a un gap qu'il faut compenser. Et l'État est en train d'œuvrer pour qu'on puisse recruter les assistants sociaux. L'année dernière, l'État en a recruté. Je crois que cette année, il y a également des dispositions qui sont en train d'être prises pour le recrutement des assistants sociaux. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui est dans ce domaine qui dit qu'il a chômé, qu'il est à la maison. Donc, le secteur est encore vierge. Le secteur est très vaste. Nous sommes dans un pays en voie de développement où tout est pratiquement reconstruit. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, quelle est alors la relation entre ces centres que vous dirigez, vous, assistants sociaux, et le public de façon générale? Est-ce que quelqu'un qui se retrouve dans une situation c'est pas un peu compliquée, où il n'a vraiment pas les moyens, de vulnérabilité, si vous voulez, peut aller dans les centres sociaux, je vois qu'Assiom veut quand même, il pose des questions qui nous amènent à entamer déjà c'est toujours bien de le dire. Le débat de demain. Voilà, quand vous passez dans les centres de promotion sociale qui sont des structures étatiques du ministère en charge des affaires sociales, même si ce n'est pas pour cette raison que je suis sur le plateau, je vais en parler. Toute personne qui est en situation difficile ou non peut venir dans un centre de promotion sociale. Vous venez, un assistant social vous accueille. À travers un entretien, on vous écoute et on évalue vos besoins. En fonction de vos besoins, des problèmes identifiés, on vous accueille. Cela voudrait dire quoi? On est dans une contractualisation. Toi, tu fais ci, moi, assistant social, je fais ça pour l'atteinte de tes objectifs. Si c'est fait, tout ce que nous faisons de promotion sociale, on ne prend pas de l'argent. On accompagne juste l'usager pour un mieux-être. J'ai dit tantôt sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan culturel. Donc c'est l'objectif de l'assistance sociale dans un centre de promotion sociale. Quand je prends un enfant qui bientôt ira à l'école, les parents ne sont pas en mesure de payer les frais de scolarité. C'est l'assistance sociale qui pourra l'accompagner, faire une enquête sociale et identifier les poches de vulnérabilité, les critères. Est-ce qu'il est un cas social et on l'accompagne pour exonérer des frais de scolarité. L'assistance sociale également peut accompagner les enfants qui n'ont pas les fournitures scolaires pour leur permettre d'aller à l'école dans les conditions requises. D'accord. Et qui lui met ces moyens-là à disposition? C'est l'État qui met les moyens à disposition des assistants sociaux pour travailler. Nous avons également des partenaires techniques et financiers qui accompagnent certains centres de promotion sociale pour ce travail noble. Mais est-ce que l'objectif est le même en fonction du travail, du lieu de travail de l'assistant social? L'objectif n'est pas forcément le même. Quand je suis
En milieu hospitalier, ce n'est pas les mêmes objectifs. C'est pas les mêmes objectifs. Au centre de promotion sociale, les objectifs sont très vastes. Mais dans un milieu hospitalier, les objectifs sont très spécifiques. On sait ce qu'on veut faire en un temps record. Donc demain, je crois qu'on va en parler de façon détaillée. Maintenant, peut-être pour terminer, l'assistant social, il est payé ou il fait du bénévolat? L'assistant social, c'est une profession comme toute une autre et qui travaille et à la fin du mois, il a un salaire. Il y a des honoraires en fonction des domaines où il travaille. L'assistant social fait des consultations également. C'est ce que je fais par moment aussi. Par moment. Donc, il peut travailler en privé, il peut travailler en clientèle privée. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Glonou, Gildas. C'est moi, merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi d'être On va vous avoir demain pour poursuivre les échanges sur le sujet. Merci. Ah oui, les professionnels du social, on peut le dire ainsi. Hein. On peut le dire, ah oui, bien évidemment. Merci vous d'être venu sur ce plateau. On va continuer ce grand rendez-vous avec un spécialiste en neurosciences appliquées. Avec lui, nous allons parler des gauchers. Comment fonctionne leur cerveau? C'est la rubrique expert de ce grand rendez-vous. Les gauchers étaient à l'honneur hier dans le monde entier. Aujourd'hui, sur le grand rendez-vous, nous allons essayer un peu d'en savoir un peu plus sur comment fonctionne le cerveau en réalité. C'est la question à laquelle nous allons répondre et nous avons sollicité bien sûr l'aide d'un neurosciences, un spécialiste en neurosciences appliquées. Il s'appelle Herman Degla. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau du grand rendez-vous et surtout d'aborder la question concernant bien sûr les gauchers. Je ne sais pas si vous êtes gaucher vous-même. Non, je suis droitier. Vous êtes droitier. D'accord. Alors, être gaucher, est-ce que c'est une anomalie? Quand on se met dans les idées reçues, d'aucuns disent que c'est une anomalie, d'aucuns pensent que le cerveau fonctionne à l'envers et tout le reste. Comment ça se passe au niveau des gauchers? Bon, vous avez parlé déjà des idées reçues. Ça veut dire que c'est des trucs prédisposés à ce qu'on appelle soit la normale ou l'anormale, donc c'est sujet à quelque chose. Pour nous, ce n'est pas une anomalie, c'est tout naturel et tout normal. C'est parce qu'on inscrit dans nos têtes que bon, les choses ont été fabriquées en tenant compte des droitiers. Il y a plus de droitiers que de gauchers. Et je passe par votre canal pour quand même informer qu'il y a environ 10% de la population mondiale qui se retrouve être gaucher. Et donc, c'est hyper important dans un premier temps, en ce qui concerne les familles de ce type-là. C'est-à-dire, dans un premier temps, on constate que au niveau du stade fœtal, c'est-à-dire lorsqu'il y a conception, déjà, il y a mouvement. L'enfant fait des mouvements déjà. Et le gynécologue peut constater que soit l'enfant utilise plus la main gauche pour faire des mouvements que la main droite. Maintenant, à la 15e semaine, on voit que l'enfant suce plus sa main gauche, plus sa main droite. Et donc, ça veut dire que la préparation manuelle est déjà déterminée depuis là. Alors, il y a autre chose, ce n'est pas d'office ça, hein, c'est-à-dire, il y a autre chose qu'on appelle le situs, c'est-à-dire, il y a au moins, je dirais, une personne sur 10 000, hein, il y a ce qu'on appelle l'asymétrique au niveau du corps. On sait que le cerveau gauche est un peu, le cœur est un peu au niveau côté gauche, oui, et puis le foie un peu côté droit. Ouais. Mais par contre, les hommes qui sont inversés, donc 1 sur 10 000. Ah oui? Oui, il y a des hommes qui sont inversés. Lors des études au niveau du cerveau, il y a l'aire de Broca. L'aire de Broca, c'est ça qui est le langage. Okay? C'est situé au niveau du lobe frontal. On nous a appris que le cerveau gauche-droit, je trouve que c'est un abus de langage, pas d'hémisphère droit. Okay? Donc, le cerveau gauche, l'hémisphère gauche commande la partie droite du corps et l'hémisphère droit commande la partie gauche du corps. Alors, à côté de l'aire de Broca, il y a le contrôle moteur qui est là et qui se colle à l'aire de Broca. Vous voyez, lorsqu'on parle, vous voyez tous les mouvements qu'on fait en réalité. On dit la communication à travers, c'est 100%. Et le reste, c'est les micro-mouvements, c'est les macro-mouvements qui font réellement le thème de la voix, le ton de la voix qui fait la communication. Et donc, lorsque vous parlez, et puisque l'aire de Broca est là, et à côté, il y a le contrôle moteur, ça veut dire que vous avez plus tendance à exhiber
la main droite que la main gauche. C'est la normalité des choses parce que c'est Broca Paul, c'est un neurologue qui a découvert ça parce qu'il avait un patient atteint d'aphasie, c'est-à-dire trouble de langage qui ne disait qu'un seul mot, bonjour. Et donc après sa mort, il a fait l'autopsie, il a constaté qu'il avait une lésion au niveau du lobe frontal gauche. Et donc c'est appelé cette zone qui gère le langage R de Broca. On lui a attribué son nom. Alors ça veut dire que le fait d'être droitier est une chose normale. Oui. Et le gaucher, est-ce une anomalie? Non, c'est une anomalie parce que je crois qu'il faut lever ces mythes-là. Les gens ont tendance à dire que les gauchers ont une espérance de vie courte, les gauchers, ils sont si. C'est juste que les gauchers, ils ont des atouts comme nous aussi. Lorsque je parle de celui qui a son aide de Broca à gauche, il développe intuitivement son cerveau, c'est-à-dire le cerveau gauche, comme on dit, le cerveau de l'intuition, de la création, de l'imaginaire artistique. Le cerveau plutôt droit qui gère ça, et le cerveau gauche, c'est tout ce qui est analytique, organisationnel et tout. Mais celui qui a son aide de Broca là, il a tendance à mieux faire fonctionner son cerveau. Par contre, lorsque chez certains gauchers, environ peut-être 25%, ils ont l'aide de Broca à droite, ils ont tendance à plus faire parce que les mouvements, pour pouvoir agir, ils mettent plus d'éveil. Ils sont plus éveillés et ils font plus attention. C'est ce qui fait qu'ils réussissent mieux quelquefois que les autres. Et lorsque vous voyez un gaucher, par exemple, vous savez, Barack Obama était un gaucher, Bill Gates est un gaucher, Lionel Messi est un gaucher, Diego Maradona est un gaucher. Et c'est parce qu'on nous a tellement appris à réagir face aux droitiers. Donc, quand on est en face d'un gaucher, ça devient plus d'activité pour nous. Du coup, le gaucher en face de nous, c'est lorsqu'il s'agit des sports d'opposition, par exemple, des combats, tu ne vois pas le gaucher venir. Peut-être que tu t'es pour mieux combattre le droitier, mais lorsque tu te trouves en face d'un gaucher, tout de suite, il te faut encore plus d'énergie, plus d'attention pour carrer ce gaucher. Donc, ça leur offre cette facilité-là de pouvoir avoir un pas dessus les autres. Sur les autres. Et ça dit que le gaucher, le cerveau fonctionne à l'envers, ça dit son aide de Broca. Oui, c'est bien possible. Oui. C'est bien possible pour quand sur les 10%, je crois qu'au moins les 3/4 ont l'aide de Broca de l'autre côté, à droite, qui gère, parce que c'est lié au contrôle moteur. Parler, vous avez plus à exhiber gauche, puisque c'est à côté juste. Et donc, il y a une facilité de mouvement. Et puisque vous faites le mouvement, il y a la plasticité neuronale du cerveau qui vous habitue, qui gère à travers votre automatisation. Et donc, c'est le fait que le aide de Broca se trouve du côté gauche qu'ils ont tendance à... C'est globalement vrai, mais spécifiquement faux. Il y a tellement de choses. Encore que, vous savez, le cerveau, lorsque le cerveau, il naît, le cerveau gauche, c'est tout ce qu'on vous apprend. On vous dit, non, on fait comme ça, on ne fait pas comme ça, analytique et tout. Par contre, le cerveau droit, c'est Eureka, c'est l'image. Il ne voit pas de suite aux choses. Et comme, déjà, on ne nous a pas appris des choses, et que, au niveau de notre cerveau, l'Eureka est là pour les suites logiques, donc ça peut, du coup, dans un premier temps, nous amener à plus exhiber cette main-là. Et ça dit que le gaucher est beaucoup plus créatif que le droitier. Oui, il est beaucoup plus créatif parce qu'il met plus en exergue le côté droit du corps. Quand on voit l'image qui est là, ça c'est le rouge, c'est l'aide de Broca. Oui, ça c'est le rouge, c'est l'aide de Broca. Oui. Et à côté, le contrôle moteur qui est là, il est juste là. Et donc, normalement, c'est la normale, ça. Mais il se retrouve que l'aide de Broca, chez certains gauchers, se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des types d'hommes où vous avez le cœur, au lieu que ça soit à gauche et à droite, et le foie, il y a la symétrique. Et ils ont quelque peu, les organes qui sont plus trop symétriques. Ils sont plus trop symétriques. J'ai retrouvé une autre image tout à l'heure. Si la réalisation peut nous aider rapidement, vous allez nous aider à interpréter. On voit la main droite qui est en rouge et la main gauche qui est en bleu. Mais on constate que c'est pas le bleu fait bouger beaucoup plus le côté opposé et le rouge, voilà, on n'arrive pas à comprendre. C'est comme je l'ai dit, le cerveau gauche, communiquant appelé hémisphère droit, gère les côtés sensoriels et moteurs du corps droit
et l'autre gère le côté sensoriel et moteur du corps gauche. Et du coup, comme l'aide de Broca se retrouve à gauche, quand vous parlez, vous allez plus exhiber la main. La main. Du contraire. Et donc, pour les gauchers, la plupart des gauchers, ils ont l'aide de Broca, la plupart, pas tous, de l'autre côté. Et on constate qu'au niveau fœtal aussi, le mouvement plus est droité. Donc, ce n'est pas trop lié à des facteurs génétiques, héréditaires. Non, vous pouvez avoir papa gaucher, maman gaucher, vous pouvez ne pas être gaucher. Encore que les jumeaux, qui ont tout, ils ne sont pas au même moment gauchers. Donc, c'est surtout ça. Qu'il faut voir. Alors, pour parler aussi à l'école, est-ce que c'est bon d'avoir un gaucher, c'est pas dans sa classe, dans son entreprise, on a des avantages à les avoir ainsi? Oui, et je vous ai dit, quand vous êtes gaucher, vous allez mettre plus d'efforts qu'il fallait mettre jadis pour atteindre les choses. C'est-à-dire, malheureusement ou heureusement, tout est fabriqué en tenant compte des droitiers. Et donc, quand le gaucher se retrouve en face de ça, il doit s'adapter. Il y a l'adaptabilité qui lui permet de perdre plus de temps et de s'adapter. Et donc, plus d'attention et mieux faire les choses. Par contre, l'autre, il est dans son mouvement automatique et il se dit, bon, c'est moi. Et ils peuvent quelquefois les erreurs. C'est pour ça qu'on dit les gauchers sont plus attentifs, mieux, et quelquefois que les autres. C'est parce qu'ils y mettent de l'attention, parce que les choses ne sont pas installées normalement. Et donc, ça demande encore plus d'efforts, plus d'attention. Plus de concentration. Plus de concentration. Et l'autre se dit, non, bon, il faut que j'y aille. Et c'est pour ça, lorsque vous vous retrouvez en face d'un gaucher tout de suite pour jouer à un jeu de tennis, les plus grands d'ailleurs, parmi les tennisman sont gauchers. Et tout de suite, vous vous retrouvez en face d'un gaucher, mais ça, vous avez... Parce que vous n'allez pas réellement le maîtriser, le gaucher. Vous demandez donc aux parents de les enfants utiliser leur main gauche, en tout cas s'ils sont nés gauchers et tout. Oui, s'ils sont nés gauchers, parce qu'ils vont même jusqu'à contrarier les enfants, attacher leur main gauche, à mettre des plaques, à mettre tout pour empêcher l'enfant. Et là, il y a des conséquences. Ça balance l'horloge neuronale au niveau du cerveau. Et puis, les enfants, ça laisse là, ils vont se développer, ce qui est sûr. Ce qui est sûr. Merci beaucoup à vous, Eman Degla, d'être venu sur ce plateau, nous parler vraiment des gauchers. On a compris tout simplement que tous les autres arguments ne sont que des idées reçues et qu'il faut donc laisser les enfants. Les gauchers, c'est vrai, ils agissent lentement, mais sûrement. Oui, et ça n'a aucun impact sur leur mode de vie, sur l'espérance de vie, sur leur santé. Non, rien de tout ça. Non, rien de tout ça. Merci beaucoup d'avoir rétabli la vérité sur les gauchers. Merci à vous. À très bientôt. La suite, bien sûr, du grand rendez-vous, ce sera sur Autant Savoir. Avec Autant Savoir, nous allons parler des cas de grossesse. Oui, les cas de grossesse pendant les vacances. Le rôle des parents, dans un instant. Autant Savoir. Autant Savoir, aujourd'hui, reçoit la visite d'une mamita avec elle nous allons parler du rôle des parents. Oui, rôle des parents pendant les vacances pour cadrer vraiment pour encadrer les enfants, je veux dire. Parce que surtout les filles tombent vraiment enceintes pendant ces vacances-ci quand on les laisse en libertinage et tout le reste. Mais on verra tout ça dans un instant. Nous, on aura l'avis d'un parent d'élève hier. On a reçu un sociologue qui nous a dit que les parents ont beaucoup à y jouer. Que doivent-ils faire de façon précise? Réponse dans un instant. Et juste derrière ce reportage de Éléonore présente la situation. Environ 2763 cas de grossesse enregistrés en 2016 interpellent la conscience collective. Libres et laissés pour compte, les jeunes sont exposés à des pratiques peu saines pendant les vacances. Les grossesses sont possibles à partir du moment où il y aura un désœuvrement. L'école finie, les parents continuent leur activité ordinaire, il n'y a plus de surveillance spéciale. Les enfants n'ont plus d'occupation et ils se retrouvent en train de s'adonner à des activités entre griffes illicites.
Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, le phénomène persiste. Une situation qui limite leurs chances de réussite au plan socio-économique. Que ce soit une fille, il va faire de n'importe quoi pour revenir, il a gâté sa vie. Même le garçon, s'il va grossir la fille d'une autre personne, tu prends les responsabilités. Notre temps, il n'y avait pas ça là. Les statistiques du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au titre de l'année 2016-2017 sont plus qu'évocatrices. Le département des Collines vient en tête avec 472 cas, suivi du département du Zou et du Borgou qui ont enregistré respectivement 427 et 400 cas. Pour le compte de l'année scolaire 2017-2018, de nombreux cas ont été signalés. Il s'avère donc nécessaire de situer les responsabilités. La responsabilité incombe entièrement aux parents, parce que les enfants leur reviennent complètement à la maison. Les enfants n'obéissent pas, on n'y peut rien. Loin d'être un phénomène nouveau, les grossesses non désirées prennent une proportion alarmante. Il serait important de prendre des dispositions pour prévenir le mal. Les parents devraient avoir le recul nécessaire pour discuter avec les enfants en âge pubère ou déjà pubère. Si les parents sont incapables, ils peuvent s'appuyer sur les médecins, ils peuvent s'appuyer sur les psychologues, ils peuvent s'appuyer sur les psychiatres, ils peuvent s'appuyer sur les sages-femmes pour permettre à l'enfant de découvrir et de comprendre que la sexualité ne peut pas être un sujet tabou. Lorsque la grossesse survient, les adolescentes sont exposées à des complications du fait de leur jeune âge. On pourra avoir plein de complications, dont la plus grave, c'est l'hypertension artérielle qui peut se développer au cours de la grossesse et rendre dangereuse donc le fait qu'elle porte cette grossesse, parce qu'elle pourrait avoir des complications à type d'éclampsie, donc des convulsions qui peuvent être mortelles. L'accouchement, lui, peut être compliqué ou compromis par voie naturelle et obliger les gynécologues à faire une opération césarienne puisque l'enfant est trop gros pour sortir par les voies naturelles qui sont trop petites. La sexualité des adolescentes apparaît aujourd'hui comme un sujet important au Bénin. Il convient donc de sensibiliser, d'enseigner et d'éduquer la jeune génération sur les attitudes et valeurs à adopter pour une vie sexuelle épanouie. Merci à Éléonore Lawani qui a réalisé ce reportage. On revient en plateau avec Mamita Blandine Adandozan Kiki. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau représenter vraiment les parents d'élèves, parce que les enfants, vous en avez encadré, vous en avez élevé. Ils sont de grands enfants maintenant, vos enfants. Et des parents aussi. Oui. Ils sont des parents. Non, non, pas encore. J'ai le premier qui est déjà... J'ai les petits-enfants. Ah oui, vous avez il reste les autres qui sont encore... Des filles, des garçons? Filles. Ah, vous avez eu des filles? Oui. Mais est-ce que... comment vous avez fait pour pouvoir les encadrer, surtout pendant les vacances, donner bien sûr aux parents qui nous suivent, à nous autres jeunes parents, vos techniques? Comment vous avez pu donc gérer vos enfants jusqu'à vraiment à ce niveau-là aujourd'hui? Merci, monsieur. Et je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Bien sûr. Bon, c'est Dieu qui protège les enfants et qui leur donne l'intelligence. Moi, je n'ai pas beaucoup fait de filles. J'ai une seule fille. Une seule fille. Et au moment où le papa est vite parti, il est décédé. Et après l'enterrement tout juste, je les ai appelés. J'ai dit, je suis père et mère aujourd'hui. Il n'y a personne pour s'occuper de vous. J'ai dit au gars,
prenez soin de vos études. Je ne vais pas payer la scolarité et on va me dire que maman, doublant. Parce qu'une année scolaire, ce n'est pas de l'amusement. La fille, je lui ai dit, je n'étais pas envoyée à l'école pour avoir d'amis. J'étais envoyée à l'école pour étudier. Je ne veux pas entendre que maman, il y a ci, il y a ça. Moi, je suis une mère très... donc, je fais amuser mes enfants. Ok. Je fais amuser mes enfants. Donc, je dis, toi, tu as déjà de copains, de copines? Ou bien toi, tu as déjà de copains? Si tu as de copains, je ne veux pas entendre qu'il y a ci, il y a ça. Si ça là, c'est le grossesse, vous parlez de grossesse, c'est ça? Si, grossesse ou bien, maman, je n'ai pas trouvé ma période, maman, j'ai essayé, et c'est arrivé. Non, 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 je ne vais pas entendre ça, parce que je ne t'ai pas envoyé à l'école. Pour ça là? Pour ça là, parce que tu n'as plus de père. Après, si il y a des problèmes demain maintenant, c'est la famille. Aujourd'hui, tu n'as plus de famille, tu n'as personne. Mais si c'est gâté, on va dire que c'est la maman. Donc pour moi, il faut que je sorte la tête haute. Ok. Donc si bien que mes enfants, ils ont été dociles. Ils n'ont même pas... Parce que avant qu'un enfant fait quelque chose, il doit avoir les pas des parents d'abord. Comment les parents se comportent. Tout comporte. Pour copier. Parce que les enfants copient les parents. Ils copient les parents. Chez moi, je ne sors pas, je n'ai pas d'amis. Moi, c'est mon boulot. Après mon boulot, c'est l'église. Et je reviens à la maison. Oui, mais le fait de faire peur, de parler aux enfants comme ça, est-ce que ce n'est pas une manière de leur faire peur? Mais ils peuvent... la fille peut tomber enceinte et aller penser à l'avortement, ou le garçon peut enceinter une fille du tout pas. Et penser à l'avortement. Du tout pas. Au contraire, quand je leur parle de ça, ils savent que on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Je dis à la fille, si tu ne vas pas là-bas, ça fait mal. Il ne faut pas aller là-bas. Si tu fais ça, tu vas gâter ton avenir. Mais aujourd'hui, avec la télévision et tout, avec la télévision, je suis à la télévision avec eux. Et quand ils sont en train de passer les films amoureux, j'ai dit, il faut fermer les yeux. Non, mais aujourd'hui... Il faut fermer les yeux. Il commence à rire. Voilà. Il dit, maman, on sait tout ça là. J'ai dit, si vous savez tout ça là, mais pensez à votre avenir. Toi, fille, ton premier job, c'est ton mari. Toi, garçon, ton premier amour, c'est ton travail. C'est ton travail. C'est ton travail. Si vous avez fini et vous avez votre travail et vous travaillez très bien, il n'y aura pas de problème. Vous allez choisir qui vous voulez, vous allez faire la vie jusqu'à l'éternité. Mais ne pas étudier et couper tout juste comme ça, là, ce n'est pas bon. Il faut étudier. Mais aujourd'hui, quand on a suivi tout à l'heure le reportage, vous avez vu qu'il y a plusieurs filles qui tombent enceintes aujourd'hui, surtout pendant les vacances. Comment trouvez-vous cette situation? Pendant les vacances. Pour vous, qu'est-ce qui est la cause en réalité? Chaque fois, si j'entends ça, j'ai la chair de poule. C'est le rôle des mamans. C'est les mamans qui devaient garder leurs filles. Parce que papa sort, papa ne reste pas à la maison. Tous ces mamans, c'est maman. Moi, je dis tous ces mamans. C'est maman qui doit éduquer sa fille. Bon, tu as fini l'année scolaire, c'est les vacances. Ne sors pas. Si tu vas sortir, je vais te donner la paix. Moi, quand j'étais... à l'école, et il y a les camarades qui veulent fêter son anniversaire, tout ça là. Je demande permission 2 semaines. À l'avance. À l'avance. Une semaine vient, termine, je dis, maman, c'est tel jour. Elle dit, d'accord.
Le jour J, elle me dit, puise-moi de l'eau, lave-moi ceci, fais ceci. J'ai dit, maman, je fais tout ça là. À l'heure où on va sortir avec les camarades, j'ai dit, maman, maintenant, je vais me laver et m'habiller. Mes camarades sont là. On va partir. Elle dit, quel camarade? Allez! Il me On va revenir en tout cas tout à l'heure sur les conseils que vous allez pouvoir donner bien sûr à ces parents-là pour qu'ils puissent vraiment encadrer de façon efficace leurs enfants. Pour le moment, nous allons suivre le journal. On revient dans 15 minutes exactement. Roch Akoinou, à vous. C'est l'heure du journal. Bienvenue, donc voici les titres. Revenir des vacances scolaires telles qu'elles s'y sont allées n'est plus un pari gagné d'avance pour toutes les filles. Le taux de grossesse en début d'année scolaire ne cesse de grimper. Les vacances scolaires seraient-elles devenues des facteurs de dépravation sexuelle? Un sociologue se prononce. L'automédication, une pratique courante au Bénin qui peut s'avérer fatale ou aggravante pour celui qui s'y adonne. Pourquoi le recours aux spécialistes de la santé n'est-il pas systématique? C'est à découvrir dans ce journal. Existe-t-il encore des dépanneurs d'appareils électroniques? Le constat révèle qu'ils sont rares et que le métier semble en voie de disparition au Bénin. Qu'est-ce qui explique le désintérêt des jeunes à ce métier? Vous en saurez plus dans ce journal. Bonsoir et on ouvre ce journal par une information assez importante pour les importateurs. À l'exception des produits communautaires, les importations par voie terrestre sont désormais interdites au Bénin. En termes clairs, plus de dédouanement des produits manufacturés aux frontières terrestres du Bénin. Et donc, à l'avenir, les importations se feront uniquement par l'aéroport et le port de Cotonou. Raisons évoquées, mettre fin aux agissements de certains opérateurs économiques véreux qui continuent de s'adonner à la fraude douanière et par la même occasion faire face à la concurrence déloyale du port de Lomé. Elles sont instituées pour après 9 mois d'activité scolaire, mais les vacances sont devenues les périodes où l'on recense le plus de grossesses dans le rang des jeunes élèves. Plusieurs raisons expliquent cette situation qui préoccupe plus d'un. Raymond Bernard Rondino est sociologue. Il nous en parle. Samuel Samba et Axel Dancy. Il y a plusieurs causes. La première, c'est ce que je qualifie du déni parental. Beaucoup de parents estiment qu'après avoir payé les frais de collage, après avoir assuré les fournitures scolaires, le reste ne leur incombe plus vraiment. Et une fois que l'enfant a passé la période scolaire, les vacances, les enfants peuvent rester à la maison sans une attention particulière. Et puisque la tranche par rapport à laquelle le problème est le plus prégnant, c'est-à-dire les adolescents de 12 à 19, 20 ans, ces enfants-là étant en crise identitaire et avec leurs parents et avec eux-mêmes, puisque c'est la période, surtout donc dans une période de libertinage où ils veulent essayer de nouvelles choses, dont le sexe avec beaucoup de dangers. Le second point, la seconde cause identifiée ici, c'est que l'école n'a pas valablement assuré sa fonction. Parce que déjà au niveau de l'école, les enfants devaient avoir des informations en matière de sensibilisation, d'éducation à la sexualité, afin de savoir pendant les vacances quoi faire ou quoi ne pas faire. Les enfants qui n'ont aucune notion de sexualité, ce n'est pas leur faute. Ils attendent qu'on leur apprenne, ils attendent qu'on le leur instruise. Donc, le premier acteur, le premier responsable, les parents, doivent pouvoir informer, doivent discuter, doivent pouvoir franchir ces barrières anthropologiques là où le sexe est tabou, où les parents ne parlent pas de sexe à leurs enfants. Premier élément. Deuxième élément, à l'école aussi, les enfants doivent avoir cette forme d'instruction et d'enseignement, de façon à ce que l'éducation par les pairs au niveau de la rue soit de plus en plus une éducation sexuelle saine. Parce que l'éducation par les pairs, quand les parents et l'école oublient d'assurer ou d'assumer leur rôle, l'éducation par les pairs au niveau de la rue, moi j'ai 16 ans, je t'apprends ce qui est bon pour moi. Ce qui est bon pour moi dans l'intérêt
de pouvoir avoir des rapports sexuels généralement non protégés. Les parents pensent suivre. Ce n'est pas parce que j'enferme un enfant du matin au soir que je le suis. Parce que, je parlais tout à l'heure du déni parental. Vous pensez suivre vos enfants en les enfermant, en les cachotant un peu comme des animaux, mais dès la première occasion. Vous savez, pour tomber enceinte, vous n'avez pas besoin d'une heure. En 5 minutes, c'est fait. Et souvent, ces enfants-là, n'étant pas en griffe réellement des experts au niveau de l'acte sexuel, en 5 minutes, vous avez tourné le dos, vous n'êtes pas là, vous êtes allé à la douche et puis le mal est fait. Donc, il ne sert à rien aujourd'hui d'enfermer les enfants, mais plutôt d'échanger avec eux, de communiquer avec eux, de leur montrer le bien fondé des choses afin qu'eux-mêmes, de façon responsable, puissent opérer les choix par la suite. L'automédication est une pratique courante parce qu'elle serait moins coûteuse, mais elle peut se révéler fatale. C'est ce que nous dit Jennifer Esmeralda Sativi à travers ce reportage que je vous invite à suivre. Nous avons eu en consultation un patient qui est venu avec une crise douloureuse d'ulcère, un ulcère hyperalgique comme on le dit, avec hémorragie digestive, juste parce que le patient s'est automédiqué. Se procurer des médicaments et s'en servir sans avoir au préalable l'avis d'un agent de santé est une pratique qui entre dans les habitudes de bon nombre de personnes. Selon une récente étude du journal médical Pan-African, 66,5% de la population à Cotonou pratique l'automédication contre 67% à Lomé au Togo et 69,8% à Accra au Ghana. Nous sommes souvent éduqués à gérer plus ou moins ces crises-là. On sait que quand c'est les maux de tête, c'est quand on chauffe, c'est soit paracétamol ou bien d'autres produits. Et du coup, c'est resté dans les habitudes. Après tout, c'est question de moyens aussi. On n'a pas tout le temps les moyens d'aller se faire consulter par un médecin. Toutefois, si s'automédiquer devient chose banale, cela n'est pas sans conséquence sur la santé. Le médicament est une drogue qui, à petite dose, permet de guérir telle ou telle maladie. Donc, il y a des effets indésirables, les effets secondaires des médicaments, évidemment. Il y a le fait qu'il y ait des interactions médicamenteuses. Il y a par exemple les antidiabétiques oraux qu'on n'est pas censé prendre avec les anticoagulants. Donc, il y a les interactions médicamenteuses. Il y a à long terme ce qu'on appelle les atteintes rénales. Et l'atteinte rénale la plus grave, c'est l'insuffisance rénale chronique. Il y a les atteintes hépatiques, il y a les atteintes digestives. Vous prenez un adulte, par exemple, qui n'est pas en état, qui n'a pas une maladie derrière et pour lequel les autres médicaments ne sont pas interdits, il peut se permettre de prendre un risque, de reprendre le même médicament qu'il avait peut-être pris pour soulager le rhume. Mais dans le même contexte, si c'est une femme enceinte qui avant, lorsqu'elle n'était pas enceinte, elle a pris le même médicament, une fois qu'elle est enceinte, elle n'est pas autorisée à faire la même chose. La pratique de l'automédication devient moins dangereuse lorsqu'elle est accompagnée. Solliciter l'avis d'un spécialiste avant tout achat est donc recommandé. Obligatoirement, l'achat du médicament se fera dans une pharmacie. Donc quand vous vous rendez dans la pharmacie, prenez la peine de demander le conseil de votre pharmacien. Le pharmacien vous dira « Ah, vous voulez prendre tel médicament pour telle raison ». Le pharmacien analyse la situation avec vous et vous dit il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre. Dans le corps médical, on va dire quand même qu'il y a une certaine collaboration entre les pharmaciens et nous les médecins. Par exemple, quand le patient vient avec une ordonnance et qu'il y a un problème par rapport à la posologie ou par rapport à la galénique, le pharmacien peut prendre son téléphone et appeler le médecin et lui dire voilà, je pense qu'à ce niveau-là, vous avez fait telle erreur. Ou bien votre patient que vous avez reçu à tel moment est revenu, il veut reprendre les mêmes médicaments qu'il y a 3 mois. Est-ce que ça se fait? Selon un rapport publié sur le site du quotidien français Le Figaro Économie, les médicaments vendus sans ordonnance et les produits de self-care ont représenté en 2016 un chiffre d'affaires total de 3,9 milliards d'euros au plan mondial, soit environ 26 000 milliards de francs CFA. Merci à vous. Et on en vient à présent à ce vieux métier fouetté par les innovations technologiques et qui semble chanter son requiem. Il s'agit du métier de dépanneur d'appareils électroniques tels que les postes radio, téléviseurs et autres. Un métier qui semble en voie de disparition au Bénin, nous dit le constat fait dans la ville de Cotonou par Marcel Arossi. Atelier de dépannage, bienvenue au cimetière des appareils électroniques.
pas un jour sans qu'un poste téléviseur, un poste radio ou leurs accessoires ne tombent en panne. Pour les faire réparer, difficile de jour en jour de trouver des spécialistes communément appelés dépanneurs. Une appellation qui ne partage pas tous. Le dépannage, c'est un nom universel. Le mécanicien peut dépanner. C'est ainsi que les électroniciens peuvent dépanner aussi. L'électronicien fait la réparation des appareils électroniques tels que les écrans, télévision, les postes radio, tous les appareils en électronique. Ils ne courent plus les rues, comme autrefois, les dépanneurs ou électroniciens. Le métier se meurt à petit feu. En cause, l'importation massive à l'état neuf ou recyclé de ces appareils. Depuis que les vins de France ont commencé à venir dans la ville, on préfère de venir prendre une télévision vin de France. C'est mieux d'aller chez les dépanneurs, quoi. Après blanc-noir, on était en couleur. En couleur, maintenant, on était sorti en placement. Après placement, ça va sortir encore une autre chose. Donc c'est ça qui diminue si nouvellement l'appareil est arrivé sur le terrain. Les gens négligent l'ancien et qu'on ne pas chercher le nouveau qui est sur le terrain. Là, nous aussi, ça nous perd un peu des clients. Lorsque l'autre a payé notre appareil qui est nouveau qui est arrivé, il va oublier l'ancien. Il y a les venus de France. Pourquoi continuer encore à aller chez les dépanneurs? On préfère aller acheter les venus de France et garer les appareils qui sont tombés en panne. Avant, c'est nous qui avons cherché l'appareil pour les clients. C'est nous qui devons aller leur payer ça et installer. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui payent l'appareil. Ou bien les gens qui vendent même, si c'est gâté, arrivé là-bas, on va aller changer notre compagnie. C'est ça qui a perdu tous nos clients aujourd'hui. Le nombre de dépannés depuis 1998, aujourd'hui, a diminué. Le coût de dépannage a diminué. Même ça ne reste qu'à peu près moitié aujourd'hui. Mais la mise à niveau de ces techniciens réparateurs est l'une des principales causes. Ne maîtrisant toujours pas les nouvelles fonctions des technologies avancées, ils endommagent parfois les appareils. À défaut, très peu en sortent réparés. Maintenant, il y a beaucoup de défauts dans les dépanneurs. La personne te donne garantie et ne tient pas les paroles. Donc on préfère de venir prendre celle qui c'est déjà sur place et c'est mieux, quoi. Effectivement, il y en a. Mais parce que le travail, comme je vous ai dit, dès le début que c'est difficile à l'apprendre, il y a des gens qui demandent à faire un an et demi, et abandonner son patron, et aller installer ailleurs, il dit qu'il est technicien. Là, il va commencer par faire du débrouillage et bricoler les appareils des gens. Le besoin est quotidien, une opportunité souvent pas saisie par les jeunes en quête d'emploi. Ici aussi se pose un problème de formation pratique. En attendant, les ateliers de dépannage continuent à servir de dépotoir. Merci Marcel. Et on finit ce journal par cette nouvelle pas trop gaie pour l'Afrique. Il s'en est allé hier. Samir Amin, considéré comme l'un des plus féconds théoriciens de l'économie maoïste du XXe siècle. Il est décédé à l'âge de 87 ans. Et en Afrique, depuis hier, la nouvelle de son départ a un écho retentissant en raison de son engagement à défendre la souveraineté économique du continent. Figure de proue des mouvements altermondialistes, l'agrégé en sciences économiques a très vite attiré l'attention de la jeune Afrique nouvellement indépendante des années 60 sur les dangers d'une économie capitaliste. À l'inverse, il suggère une logique de développement marxiste pour soustraire les pays en développement de l'impérialisme économique des nations occidentales. Voilà qui met un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité demain. Oui, rendez-vous demain à 19h45 sur le grand rendez-vous avec vous, Roch Akwaïno. Merci beaucoup. On revient en plateau avec Mamita Blandine à Dandozan Kiki pour continuer bien sûr avec les conseils à l'endroit donc des parents, des jeunes parents pour pouvoir donc mieux encadrer leurs filles et pour pouvoir éviter bien sûr cette situation de grossesse qui prévaut vraiment dans ce milieu au Bénin. Merci, monsieur. Oui.
Je vais conseiller à mes jeunes sœurs, leur avenir, c'est d'étudier. Elles n'ont qu'à étudier. Après l'étude, c'est le beau temps. Elles feront ce qu'elles veulent. Mais les mamans n'ont qu'à s'occuper de leurs enfants filles. Il faut dialoguer avec les enfants. Il faut dire, si tu fais ci, si tu fais ça, ce n'est pas bon. Hein. On ne parle pas à cet endroit. Les garçons aussi, ne parle pas, tu vas s'amuser bien avec les filles, mais ne va pas là où on ne va pas partir. Sinon, demain, tu ne peux plus apprendre. Parce que si on rentre dans ce truc-là, c'est fini. On n'étudie plus. Si le garçon aime la fille tout le temps, c'est lettres d'amour ou bien téléphone. Maintenant qu'il y a de téléphone maintenant là, les enfants ne veulent plus étudier. C'est WhatsApp, ou les choses là. Non, c'est pas ça. Ils n'ont qu'à étudier. Parce que nous, c'est nous vieillissons. Ce sont eux qui seront demain l'ancien, le nouveau, ancien président, la nouvelle génération, les futurs présidents. Les filles, vous n'aimez pas être ministre comme Madame Boyon? Vous ne, Madame Guaido qui fait néné comme ça là, oui. Papa là. Vous ne voulez pas être ministre comme Madame ou bien présidente même. Il faut qu'on évolue, nous les filles là. Hein? On dit, la fille ne veut pas être députée, ne veut pas être ceci. C'est à vous d'étudier et d'être quelque chose demain. Les papas aussi, ce n'est pas que de laisser les mamans seules. Les papas aussi doivent surveiller leurs filles pour que demain, on va dire que, c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel. Moi, je vise, je vise. Vous visez vraiment loin. Je vise loin. Donc, il faut que les mamans surtout les mamans de marché là, si elles sortent, c'est la nuit profonde, elles arrivent, elles ne demandent plus rien et elles laissent les enfants à leur sort. C'est pas bon. Après, pleurer pour dire que gouvernement. C'est pas le gouvernement qui va t'éduquer, va éduquer ton enfant. C'est toi-même qui va éduquer ton enfant. Et que demain, tu auras la tête haute. Voilà. Merci beaucoup à vous, Mamita Blandina Dandozon Kiki, pour tous ces conseils. C'est bien entendu acquis. Oui, en tout cas, c'est bien noté et que chacun prenne le côté positif et qu'on pense réellement à assurer l'avenir de ses enfants en discutant vraiment avec eux, en leur expliquant en tout cas les conséquences liées bien sûr à ces actes-là et puis les grossesses. On n'en a vraiment pas besoin quand on est encore élève ou étudiant. Allez, merci à vous. Le reste de ce grand rendez-vous, ça va commencer bien sûr par la toile. On va se retrouver tout à l'heure sur le tableau des météos. Mais pour le moment, c'est l'actu web. Une jeune béninoise écope de 5 ans de travaux forcés pour infanticide. Âgée de 22 ans, la jeune femme secrétaire comptable aurait jeté son nouveau-né dans une fosse septique. Elle a été reconnue coupable d'infanticide sur son nouveau-né par la Cour d'appel de Cotonou, une affirmation que l'intéressée a niée à la barre. En France, Elodie, une mère de famille après avoir été victime de la violence de son mari durant de nombreuses années, s'est vue expulsée de son logement par la décision de justice pour cause. Ces cris de désespoir à répétition ont énervé les voisins. En effet, les voisins exaspérés ont fait part de leurs énervements au bailleur social de l'immeuble, le groupe 3F,
très vite, la machine se met en route et la justice validera la demande d'expulsion, assurant que les plaintes déposées par Elodie au sujet des violences conjugales dont elle est la victime ne faisaient que corroborer les troubles décrits par ses voisins. Ne comprenant pas cette décision, la jeune femme de 37 ans assure que jamais ses voisins ne sont venus lui proposer leur aide. Mère de 2 enfants, elle va donc devoir quitter le 3 pièces dans lequel la famille logeait. Un appel a été déposé par l'avocat de la jeune femme qui ne revient toujours pas du manque d'humanité dont a fait preuve le tribunal. Le bailleur, lui, a tout de même assuré ne pas vouloir lâcher Elodie dans la nature et travaille aujourd'hui à une solution de relogement. Une autre information, armé de ses seuls bras et de dizaines de sacs poubelles, Mohamed Oussama Ouj avance sur la plage de Nabeul dans le nord tunisien, déterminé à réaliser son défi, parcourir 300 km à pied en pleine canicule et nettoyer 30 plages sur son chemin. Ce jeune ingénieur en génie sanitaire s'est mis en route début juillet avec son sac à dos et sa guitare pour un périple de 2 mois visant à sensibiliser autorités et vacanciers à l'importance de ne pas faire de la mer une poubelle. Le jeune homme de 27 ans est parti de Mardia et terminera son parcours sur la plage de Soliman, à 40 km de Tunis, la capitale, après avoir nettoyé des plages bondées de monde, mais aussi d'ordures. Il refuse toute instrumentalisation politique et affirme qu'aucun parti n'est le bienvenu sous l'emblème de 300 km qui rassemble plus de 10 000 internautes, un projet que les citoyens peuvent suivre sur sa page Facebook. Selon lui, c'est une initiative citoyenne libre qui le restera à jamais. Autre petite information pour finir. Une voiture a foncé sur les barrières de sécurité devant le Parlement à Londres. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers entourant le véhicule gris dont le conducteur a ensuite été sorti et emmené, menotté alors que les rues autour du Parlement ont été fermées. Plusieurs piétons ont été blessés suite à cet incident. La police britannique dit qu'elle pourra informer le public sur les sources réelles de ce drame après d'amples recherches. Et c'est la fin de cette revue web. À demain. Allez, merci donc à vous, Femi Christelle Agbangla, pour l'actu web de ce soir. On va jeter un dernier coup de regard sur le tableau des prévisions météorologiques avant de partir. La météo.
Allez, merci à tous de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir d'avoir été en votre compagnie. J'espère que c'est pareil également chez vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain, 19h00, pour un autre grand rendez-vous. Portez-vous bien et bonne soirée sur BB24.